Drouin, votre animatrice à l'effet papillon, une émission qui consiste à ce que je vous partage des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes en lien avec le mieux-être. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir en entrevue M. Alain Williamson, qui est l'auteur de son dernier livre qui s'intitule « Et la paix naîtra dans ton cœur ». Donc là, je vois qu'il est présentement en ligne, donc je vais essayer de l'inviter. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Comment que je peux faire ça? Je pense qu'il va falloir que M. Williamson m'écrive un petit mot. OK, c'est beau. Comment on fait ça? Je vais essayer de voir comment je peux inviter M. Williamson, parce que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble, à distance en plus. Donc, laissez-moi quelques secondes pour vérifier le côté technique de l'affaire. J'ai pas accès. Ah, peut-être ici. Attendez un petit peu. Je pense que j'ai trouvé. Demande des invités. J'ai fait l'invitation à M. Williamson. Je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'essaie de voir comment je peux l'inviter avec mon iPad qui n'est pas évident. Donc, demande des invités. Ce ne sera pas long. Ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. OK, ah, je l'ai. Ah ah! Voilà. Je pense qu'on a. Je pense que c'est. En tout cas, je vois que ça s'en vient tranquillement. Elle joue en cours. Fait que je vais attendre quelques secondes, voir si ça fonctionne. Parce qu'on a un bel invité aujourd'hui. Ah, ça fonctionne! Allô, ça va bien? Donc, ce que j'ai compris, M. Williamson, c'est que c'était toi qu'il fallait qu'il fasse l'invitation. Ben oui, ben je me suis aperçu de ça là, en même temps. Oui, parce que je Est-ce que tu n'étais pas m'entends? capable de peser sur rien pour t'inviter. Donc, hey, bienvenue! Ben merci de m'inviter. Oui, c'est le fun. Puis j'ai vu à côté de toi qu'il y avait quelqu'un, un petit ange blond. Ah ben oui, il y a Marie-Chantal qui est passée, puis on a Fanny aussi avec nous. Oh, allô! Hey, c'est le fun, bienvenue! Hey, je suis vraiment contente que le côté technique fonctionne parce que là, c'était la première fois qu'on le faisait tous les deux ensemble. Donc, tu m'entends bien? Ben oui, ben ça va. Oui. Super. Donc, moi, pourquoi je voulais t'inviter, c'est parce que, Alain, tu écris beaucoup de livres très inspirants qui aident beaucoup les gens à se retrouver je dirais, dans leur authenticité. Tu écris vraiment avec le cœur. Et j'ai lu ton dernier livre qui s'intitule « Et la paix naîtra dans ton cœur ». Un beau coup de cœur que j'ai eu pour ma part, vraiment. Puis, je tiens à lire le commentaire que j'ai écrit sur Facebook. Puis on va en parler tout au long de l'émission de ce livre-là, ton parcours aussi. Bref, on va se laisser aller dans cette rencontre-là qu'on va faire ce soir. Je ne sais pas quelle question je vais te poser, mais on va y aller avec le cœur parce que c'est le thème de ton livre. Donc, on va se laisser aller. Ouais. Je ne sais même pas les réponses que je vais te donner, donc c'est beau si je ne sais pas les questions. C'est bon. Donc, je vais te présenter officiellement pour les gens. Je veux juste m'assurer que tout le monde sont là, puis nous regardent, puis nous entendent bien. Je vais juste vérifier un petit au niveau du son si tout le monde est là, puis que ça fonctionne bien. Donc, si vous êtes à l'antenne avec nous, j'aimerais ça que vous nous écriviez un petit message disant que ça va bien, vous nous entendez bien, le son est bon. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, faut s'ajouter un petit peu au début, là. Oui, c'est normal. Hein? Je pense que... Ah, tout est beau. Bon, parfait. Merci, Suzy. Grâce à vous, on commence officiellement. Donc, je fais aujourd'hui pour l'effet papillon une émission qui est sur le mieux-être. On parle de spiritualité, on parle d'énergie, on parle de tout ce qui fait du bien à l'âme, au cœur, à l'être humain, dans toutes les sphères de sa vie. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour à cause de ton roman que j'ai vraiment aimé. Puis tous les autres livres, je les ai tous ici, là, les livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés. Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, cette semaine, ça donnait que on devait se rencontrer.
Il y avait quelque chose qui s'alignait. Puis, je suis vraiment contente. Puis, moi, je voulais juste réciter le petit extrait que j'ai écrit sur Facebook concernant ton livre. Écoutez, ce livre-là, je l'ai lu d'une traite. Je dirais à peine, même pas 2 heures, là, tellement que j'étais embarquée puis je le lâchais pas. Pas été capable de m'arrêter. Puis, j'ai trouvé que c'était une histoire qui pourrait ressembler à plusieurs d'entre nous. Je me suis reconnue à travers l'histoire. Je me suis reconnue à travers la quête de l'homme, du jeune Steve qui veut réussir sa vie de famille aussi. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que ça nous rappelle avec grâce l'importance de suivre les élans de notre cœur. C'est vraiment ça le grand thème, d'après moi, du livre. C'est ça qui est transmis. C'est faire naître la paix dans le cœur et suivre cette paix-là, par la suite, suivre l'élan du cœur. Souvent, c'est après une épreuve que ça va arriver. Oui, effectivement. Pas un état de conscience, un éveil de conscience soudain qui faut faire cette démarche-là. Mais généralement, la plupart des gens, on doit passer par l'épreuve. Une forme d'initiation, si tu veux, qui nous mène à ce moment-là à se re-questionner, se repositionner, aller vers le cœur de plus en plus. Retrouver c'est quoi l'important dans la vie, c'est quoi les meilleures valeurs, c'est comment on peut être heureux, comment on peut simplifier notre vie surtout aussi. On a tendance à compliquer un peu les choses à peu près à tous les niveaux. On veut réussir, comme tu as dit tantôt, on veut réussir sur tous les plans, on veut se démarquer. Je remarque aussi, j'observe beaucoup qu'on a un besoin d'être vu, d'être admiré. Alors tout ça, on se perd un peu dans tout ce dédale-là. Alors qu'on devrait rester dans la simplicité du cœur, puis toujours vivre ça, puis se questionner, est-ce que ça résonne en dedans ou non? Effectivement, j'ai trouvé que cette lecture-là nous ramenait vraiment à l'essentiel, qui est la vérité, notre vérité profonde, pas la vérité des autres ou la vérité qu'on pense. C'est vraiment aller au fond de notre être. Ça nous ramène à la simplicité, comme tu disais, la simplicité de vivre, la simplicité d'être, la simplicité de faire également. On va parler des réseaux sociaux tantôt parce que cette histoire-là, je trouve aussi qu'elle raconte par quelle voie on doit aller pour revenir au chemin de notre cœur et à permettre une ouverture de conscience. Puis souvent, cette ouverture-là de conscience, comme tu disais, c'est après avoir vécu une épreuve, des mauvaises expériences avec des personnes, passer à travers l'ego aussi, passer à travers surtout des personnes manipulatrices. Je pense que c'est de l'eau de plusieurs personnes. Puis tu as vraiment bien parlé dans ton livre de cet aspect-là, de la personne qui se fait manipuler, Steve. En tout cas, je trouve que ça rejoint plusieurs personnes et c'est un livre que je recommande vraiment à tous. Ceux-là qui nous écoutent présentement, je vous le recommande fortement. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ça doit être rare, là. Non, mais quand même à préciser qui tu es. Donc, tu es le fondateur et le président, directeur général des maisons d'édition Le Dauphin Blanc. Tu es conférencier, auteur de plusieurs livres à succès, dont Le Tableau de vie, je vais en nommer quelques-uns, La Villa des miracles, Le chaman d'El Balam. Puis un petit trésor que j'adore, je les réfère souvent à mes clients, puis même pour moi, Ho'oponopono, les 4 grandes lois spirituelles révélées. Et ton tout dernier est La pénétrer dans ton cœur, le sujet de notre discussion aujourd'hui. Donc voilà pour ceux qui ne te connaissaient pas. C'est moi. C'est-tu complet? Y avait-tu d'autres choses à ajouter? C'est déjà beaucoup, alors c'est suffisant comme ça. Bon, parfait. Donc là, on a mis la table. Ce que j'aimerais qu'on parle est-ce que je peux t'appeler Alain? On se voit. Oui. On va dire Alain, on va commencer comme ça. Tu abordes beaucoup de sujets dans ce livre-là, dont l'ego et la manipulation. C'est vraiment des gros thèmes qui reviennent. L'obsession des réseaux sociaux, puis la quête de la réussite. Toi, quand tu as commencé à écrire ce livre-là, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta vie ou qu'est-ce qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette histoire-là de Steve, qui est un personnage ambitieux, qui veut réussir, il rate un peu beaucoup le moment présent au début, mais il a tellement confiance en son ami d'enfance, Carl, que lui, il admire son ami, que ça fait 15 ans qu'il est avec, il admire son assurance, il admire sa prestance, il admire l'effet qu'il réussit dans la vie, qui est convaincant. Mais il se rend peu à peu, son univers va s'écrouler. Donc, je pense que c'est la prémisse de l'histoire. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ça? D'où ça vient?
Ouais, ben en fait, c'est une fiction au départ, hein, c'est un roman, évidemment, c'est pas de l'autobiographie, mais dans dans toutes les histoires que j'écris, finalement, il y a toujours des points où peut-être que j'ai vécu des choses, des points qui se sont passés dans ma vie, entre autres. C'est sûr que la manipulation, je pense que tellement de gens en ont souffert, Ah tellement oui. de gens Mm, en souffrent encore aujourd'hui, à différents niveaux, hein, sur les affaires, manipulation affective, manipulation mm, à plusieurs niveaux, finalement, j'en vois dans des familles, j'en vois un peu partout. Et donc, l'observation de tout ça m'a amené à réfléchir sur mon propre cheminement, évidemment, mes propres souffrances que j'ai eues à travers des épreuves de ce genre-là, et essayer de mettre ça ensemble. Dans le fond, c'est de l'observation de différents personnages à gauche, à droite que j'ai pu connaître, ou j'ai pu vivre, ou que j'ai pu voir évoluer sans que ce soit près de moi, là. Mais donc, j'ai formé un peu les personnages avec toutes ces observations-là. Donc, ça demeure une fiction, mais effectivement, il y a des points où les gens vont se reconnaître facilement. Parce que la manipulation, comme on disait tout à l'heure, écoute, il y en a tellement, 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 j'en vois tellement autour de moi, j'en vois. Une fois qu'on est éveillé, la manipulation, mm. qu'on a conscience, c'est incroyable comme il y en a. Tu sais, il y a un très bon livre qui a été écrit, Les manipulateurs sont parmi nous. Donc, il Ouais. avait déjà mis la table à ça, et moi, je n'ai pas la prétention d'aller plus loin que ce livre-là. Sauf que dans une histoire comme ça, les gens, c'est plus facile de peut-être s'observer soi-même, tu sais, parce que forcément, un Identifié. personnage est un peu un miroir d'une certaine un certain défaut, qualité chez nous. Donc, on est un peu comme le miroir à chaque fois dans les différents personnages. Et ce qui est beau dans une histoire, c'est justement, on peut facilement aller se questionner, s'interroger soi-même par rapport au personnage, par rapport à ce que nous, on vit. Donc, Mm, c'est un amalgame. C'est comme ça que j'ai bâti l'histoire. Je voulais surtout écrire sur la paix du cœur parce que peu importe l'épreuve qu'on a vécue, mm, il faut arriver à un moment donné pour retrouver cette paix du cœur-là. mm. Et la vie devient beaucoup plus simple, beaucoup moins compliquée une fois qu'on a trouvé notre paix du cœur. Mais pour en arriver là, il faut une épreuve généralement. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups, pourquoi pas prendre l'épreuve de la manipulation qui est très, très, très fréquente et la placer dans l'histoire pour que le sujet puisse s'en sortir et retrouver la paix du cœur par la suite. Donc, c'est un peu le topo là, du début de l'histoire. Ben, c'est très bien expliqué. Les gens qui lisent ce livre-là, ils vont avoir une ouverture de conscience à ce niveau-là. Ils vont commencer à se poser des questions sur leur relation actuelle à tous les niveaux. Puis peut-être juste aborder le sujet dans le sens que d'après ton expérience, d'après ton vécu, comment toi, t'as réalisé, comment on se rend compte qu'on rencontre quelqu'un de manipulateur? Y a-t-il des petits sons de cloche qui nous arrivent puis que tu te rends compte que finalement, c'est une relation toxique? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme truc aux gens qui nous écoutent à ce niveau-là? Il y en a toujours des sons de cloche, mais on les écoute pas généralement, tu vois. Mm, Euh, c'est sûr que quand on sent que les gens veulent nous faire des choses qui sont pas ce qu'on nous on voudrait faire, quand on sent que les gens sont des fois c'est un peu trop gentils, un peu trop charmeurs par rapport à nous, donc tu sais t'es comme le plus beau tout d'un coup, t'es le meilleur tout d'un coup, donc il y a quelque chose des fois de louche. Ça peut être sincère, ça peut venir du cœur, mais des fois ça vient aussi d'intention en arrière de ça. Il y a tout le background des personnes, les antécédents de la personne. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, des fois, il faut se méfier un petit peu aussi. Et puis, je voudrais dire aux gens aussi que ça, la manipulation, il n'y a pas de classe sociale qui est prédisposée à ça. Hein. Que tu sois riche ou pauvre, que tu mm, sois dans le milieu de la classe sociale, que tu sois éduqué ou non, que tu sois connu ou non, homme ou femme, peu importe, la manipulation elle se fait à tous les niveaux. Je prenais, par exemple, quand j'ai fait mon lancement, je donnais l'exemple du comédien Claude Legault, qui a été longtemps à pas d'en parler, mais qui a fini par dévoiler que lui avait été victime aussi d'une manipulation de la part d'un ami très proche. C'était au niveau financier dans son cas. Et ça lui a pris du temps d'en parler parce que justement, quand les gens découvrent qu'ils ont été victimes de la manipulation, on a honte, hein, on est Il est trop gêné. tard, puis là, on n'ose pas en parler parce que. On a perdu soit des relations, on a perdu notre estime, on a perdu de l'argent dans certains cas, on a perdu une position sociale dans certains cas. Donc, une fois que tout ça est fait, est arrivé, là, on se positionne un peu comme en retrait parce qu'on souffre et on veut guérir tout simplement et on veut se calmer tout simplement. Ça, c'est la réaction de la personne qui est victime. Alors que le manipulateur, on peut le voir souvent après parce que tout manipulateur, une fois qu'il n'arrive plus à te manipuler, va forcément se positionner en victime. Le plus Ah, rapidement. ça, c'est une belle caractéristique. Exactement. Le Et, plus rapidement possible c'est très bon de dire ça, et effectivement. devant tout le monde le plus possible. C'est parce que si le Ouais. manipulateur peut être contrôlé à te manipuler,
lui, ce qui est important, c'est de ne pas perdre la face. Donc, forcément, il va essayer de garder l'opinion publique et même se faire du capital de sympathie sur ce qui est arrivé. Donc, ça, c'est fréquent qu'on voit ça aussi. Puis on le sent dans ton roman aussi, le personnage vit ça, ces étapes-là. C'est vraiment bien expliqué. Ouais. Puis quand tu parlais du manipulateur qui a souvent des paroles gentilles, charmantes, tu décrivais même des paroles mielleuses. Ouais. Tout d'un coup, il va te mettre sur un piédestal, puis le lendemain, il va te détruire, il va te donner des remarques super négatives. Il est comme dans les montagnes, c'est comme des montagnes russes d'émotions, là. Ouais. En fait, il y a un jeu avec les émotions. Hein. On Oui. essaie de te monter, après ça, on essaie de te descendre, on te remonte, on descend. En fait, tu vois, je prends l'exemple des fois, la femme qui a été battue par son mari, il y a toujours des excuses après avec des fleurs et une boîte de chocolat. Mais ça revient après et ça recommence et c'est toujours comme ça. T'sais. Donc, c'est toujours comme t'es la plus belle et après ça, t'es pas grand-chose. Finalement, je te frappe parce que je suis en colère. Donc, ça, c'est fréquent, on voit ça aussi. Ça n'est une forme de manipulation effectivement affective. Mais c'est ça, il y a toujours comme on te monte au nu et après ça, on peut te descendre. On rejoue comme ça tout le temps parce que à chaque fois qu'on réussit à te manipuler, on joue sur ton côté affectif, hein, ton estime de soi. Parce qu'une fois que l'estime de soi est amochée, est attaquée, c'est plus facile de te manipuler aussi. Oui, effectivement. Puis tout ça, ce petit jeu-là de pouvoir, là, ça se fait, tu sais, on a l'impression que, comment ça, les gens s'en sont pas rendus compte. Non. Mais en fait, ça se fait tellement de façon subtile, ça se fait de façon graduelle, puis c'est un laps de temps très grand qu'on s'en rend même pas compte, là. D'une part, et souvent, c'est des gens qu'on aimait beaucoup, des gens souvent proches de nous. La manipulation, ça arrive très fréquemment. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive très fréquemment. Des gens qui étaient en relation avec toi déjà. Donc, ça, c'est doublement difficile de s'en apercevoir parce qu'on les aime, ces gens-là. Donc, on embarque plus facilement dans le jeu d'être manipulé. Mais en même temps, il faut se dire une chose aussi, c'est que dans la manipulation, on parle surtout de manipulation extrême, des grosses manipulations, de l'emprise, finalement. Il y a toujours une forme d'hypnose dans l'emprise. Tout le temps, à chaque fois, il y a une forme d'hypnose qui fait que la personne n'a plus son raisonnement, n'a plus son jugement, n'a plus son discernement. Elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais faites autrement. Comment tu l'expliques, l'effet de l'hypnose? Comme si tu n'es pas conscient. Comment tu expliques ça, ce côté hypnose-là? Comment ça en fait, on s'accapare ton discernement, exactement. On prend une place en toi, on prend ton discernement et on le contrôle. Tu le vois, l'exemple peut-être extrême, c'est les gourous. Tu sais, un gourou arrivait à faire des choses à ses élèves ou ses disciples, des choses incroyables, tu sais, jusqu'à se mutiler peut-être, ou souffrir, ou tout abandonner, ou tout renier tous les liens qu'elles avaient avec des personnes qu'elles aimaient, juste parce qu'il y a quelqu'un qui les contrôle, qui les amène à faire ça. Le discernement n'est plus là. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les gens, mais quand vous avez été victime de manipulation, c'est à ce moment-là qu'on s'en aperçoit, parce que là, on voit carrément comment ça se travaille, comment ça se joue, et on comprend que c'est des choses qu'on a fait et qu'on n'aurait jamais fait autrement. Tu sais, je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je n'en donnerai pas nécessairement parce que je ne veux pas trop aller loin avec des exemples de gens que j'ai vus ou que j'ai connus ou que j'ai vu évoluer, mais qui ont souffert de manipulation extrême. Et puis l'autre cas extrême qu'on peut nommer, c'est tellement fort la manipulation qu'il faut penser, par exemple, qu'un dictateur comme Hitler a réussi à manipuler un peuple entier. Un peuple entier, effectivement. Manipuler toute une jeunesse allemande à aller à la guerre avec des millions de morts. Là, alors là, c'est sûr qu'il y a un autre côté dans Hitler, il y a comme tout le côté magie noire qu'on n'embarquera pas ce soir, mais c'est sûr qu'il y avait une manipulation des forces occultes avec, quand on se met à lire sur Hitler, puis il y a vraiment des forces occultes qui ont joué un rôle en arrière de ça. Mais il reste que, comme manipulateur, comme orateur, il enflammait les foules, il arrivait à prendre le discernement des gens, puis bon, il a été porté au pouvoir, hein, de façon, entre guillemets, légale. Donc, tu vois à quel point ça peut être fort. Alors, imagine un individu qui peut faire ça sur un peuple. Une personne très, très habile dans la manipulation va le faire facilement sur une autre personne. Donc, il faut avoir les antennes toujours éveillées, toujours bien sorties, pour voir est-ce que, puis se questionner dans le fond, hein, c'est de retourner dans soi, prendre le temps. OK, pourquoi telle personne rentre dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Pourquoi on m'offre ça? Tu sais, donc, prendre le temps. Alors, on n'est pas pressé, on se dépose, on laisse monter les choses et on regarde. Et on peut demander aussi des conseils à des gens autour. Tu sais. Quelqu'un qui te fait une offre financière qui semble wow, fantastique. Pourquoi à toi, probablement? Pourquoi il fait cette offre-là? Est-ce que vraiment c'est correct? Est-ce que c'est légal d'une part? Est-ce qu'il y a des bonnes intentions? Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir.
Il faut se poser des questions. Ça. Je trouve, quand tu disais revenir à soi, se déposer, je pense que c'est un des bons moyens pour garder notre discernement. Dans le fond, se déposer pour avoir du temps de penser, parce que souvent, quand on rentre dans un tourbillon comme ça, souvent, ces gens-là arrivent comme dans un tourbillon, puis tu es toujours occupé et stressé à réussir ou peu importe, que tu n'as pas le temps de penser. Parce qu'un manipulateur, un bon manipulateur, un bon entre guillemets, dans le fond, c'est mauvais, mais bon, un manipulateur va arriver à te manipuler parce qu'il a tout observé de toi. Ouais. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes blessures, il connaît ce que tu aimes. Il est capable de t'amener à quelque chose. Tu vois, dans le livre, quand Steve est un peu, commence un peu à réfléchir. Oui, oui. L'autre arrive, là, puis il motive. Tu es le meilleur docteur pour tes enfants, tu sais. Oh, oui. Ils savent très bien où sont les points faibles parce qu'ils t'ont observé avant. Ils connaissent pas mal, puis surtout aujourd'hui avec Facebook, c'est tellement facile de savoir plein de choses sur les gens. Tu sais. Donc, c'est comme... moi, je trouve que la manipulation a été un peu comme exacerbée par les médias sociaux, par les réseaux sociaux, parce que maintenant, on est tous un peu comme ça, on a tendance à vouloir partager. C'est humain, hein, de partager. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de nous. On a envie de partager avec les gens, etc. Et ça, c'est sain. Mais on va peut-être trop loin dans ce que j'appelle un épanchement d'émotions, par exemple sur les réseaux sociaux, ou une exposition de soi-même aussi. Je l'ai fait. Hein. La réflexion, je l'ai eue, mais je me suis aperçu à un moment donné, quand j'ai fait le retour, que wow, j'avais exagéré un peu beaucoup pendant certaines périodes, j'avais exagéré. C'était plus moi, ça me ressemblait plus. Tu sais. Donc, il y a comme une réflexion à faire sur ça, mais sur l'humilité à avoir aussi. Oui. Je pense que les réseaux sociaux, ça vient chercher notre ego, tu sais, dans un sens, ça nous fait, on n'en prend pas conscience tout de suite, comme tu dis, des fois on tombe dans le piège, mais c'est parce que ça vient nourrir des blessures, de reconnaître, tu sais, on a été trahi, on veut être reconnu, on veut être aimé, et là, si on a ces blessures-là qui ne sont pas guéries, c'est sûr que les réseaux sociaux, là, on a de la reconnaissance par les réseaux sociaux, on le sent, quand on fait une bonne action ou peu importe notre style de personne qu'on est, veut pas, on a de la visibilité, on a de l'action, mais c'est... Puis je reviens avec ton mot tout à l'heure, l'intention. C'est quoi notre intention derrière ça? C'est-tu nourrir mon ego? C'est-tu nourrir, admettons, mon succès financier? Ou c'est partager aux autres pour que les gens puissent s'éveiller et s'aimer davantage, disons. On donne un exemple. Quelle est notre intention réelle? Quelles sont les valeurs qu'on prône et à laquelle on adhère et qu'on va vouloir partager? Tu sais? Parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de tout ce qu'on fait pour partager ce qu'on sait ou ce qu'on a le goût de faire découvrir aux gens. On n'a pas besoin de tout le flafla qu'on met, de tout ce qu'on ajoute. Et, tu sais, c'est comme devenu, des fois, j'appelle ça un cirque dans le livre, j'ai exagéré un petit peu peut-être la scène, là, mais dans un roman, on peut se permettre, dans une fiction, de faire un peu d'exagération pour grossir un peu le phénomène, mais dans le livre, on parle de, c'est quasiment rendu un cirque, donc les conférences, des fois, ou des événements qui pourraient être beaucoup plus simples, mais qui sont, dans le fond, qui deviennent un peu superflus. Il y a plein de choses superflues, qui ne seraient pas nécessaires. Mais, bon, il faut croire que les gens aiment ça, les gens adhèrent à ça, mais quand on regarde ce qu'on retire de ça, souvent, il y a peu de choses qui restent. Parce que soit la technique ou soit l'extérieur a pris trop de place par rapport à ce qu'on voulait transmettre. T'sais. Moi, je prends beaucoup comme exemple Wayne Dyer. Wayne Dyer qui donnait des conférences de 2 heures, mais sans grand artifice, pratiquement pas d'artifice, mais le contact qu'il avait avec les gens était tellement puissant, était tellement sa présence, l'impact qu'il avait quand il était sur scène, il n'avait pas besoin de rien d'autre. Et les gens l'écoutaient, les gens étaient en admiration, les gens voulaient en apprendre plus, mais pendant 2 heures, imagine tout ce qu'on peut partager avec les gens au niveau du cœur. Parce que les rencontres, c'était comme, même s'il y avait 1000 personnes dans la salle, c'est comme si tu étais seul avec lui. Tu avais vraiment un contact. Même si tu étais 1000 dans la salle, tu avais un contact comme si c'était toi au niveau du cœur. Tout ça parce que tu es capable de te concentrer sur lui, parce qu'il n'y a pas d'extérieur qui vient te solliciter tout le temps. Tu sais. Ouais. Donc, retourner à l'essentiel, dans le fond. Ça fait une belle expérience. Ça me fait rappeler un petit peu l'histoire quand
le héros, il y a comme un mentor qui l'a vu, il raconte, son mentor lui raconte qu'il a vu un conférencier dans toute sa simplicité, puis c'est lui qui a eu le plus d'impact dans la vie des gens après, là. Donc, qui s'appelle Wade Meyer. Pas de Wayne Dyer, pour ceux qui savent. Oui, c'est ça. Il y en a qui l'ont détecté, d'autres non, là, je le dis. Là. Mais ça, ce personnage-là m'a été inspiré un peu par lui. Il n'apparaît pas vraiment longtemps, c'est juste un petit bout là, dans le livre, mais l'impact que ça a, c'est majeur. Parce que c'est ça qui fait qu'un des personnages s'éveille tout d'un coup, dire « Wow, ce que je fais, c'est plus moi du tout. Là. Je suis complètement à côté de mon élan intérieur, complètement à côté de mon cœur. Ça ne me ressemble plus, il faut que je revienne, il faut que je me ressente. » Puis ça arrive à tout le monde d'échapper, je dirais, entre guillemets, là. Tu sais, on arrive avec les réseaux, on découvre un nouveau monde, on découvre des gens qui veulent nous écouter, puis, tu sais, le but, c'est pas de parler en négatif contre les personnes qui vivent ça. C'est plus toujours ramener, comme tu disais tantôt, avec l'intention. C'est quoi l'intention derrière le partage de toutes les données intimes ou professionnelles? Toujours revenir au cœur, aussi revenir avec nos valeurs personnelles. Je trouve que c'est le message que je trouve important de transmettre ce soir, là, avec... C'est ça, en fait, mon livre n'était pas pour plus attaquer ou détruire. Non, c'est ça, puis c'est fait avec grâce, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, c'est fait avec douceur, puis d'amour, puis de compassion. Le but, c'était vraiment de ramener les gens à l'essentiel, dire c'est quoi vraiment que je veux transmettre, c'est quoi ma valeur au niveau du cœur, c'est quoi le message que je veux transmettre. Parce que les gens ont des choses à dire souvent qui sont excellentes, qui sont très belles. Est-ce que j'ai besoin de tout ce qui est autour pour transmettre ce message-là? Donc, je voulais faire comme ramener les gens à une réflexion. Pour faire cette réflexion-là, il faut faire une observation qui est des fois un peu grossie, si tu veux, mais qui permet justement de dire « Oh, oui, c'est vrai, peut-être que je me suis égaré en chemin, peut-être que j'en fais plus que c'est nécessaire, peut-être que je dois recentrer sur moi. » Peu importe, là, dans mon livre, il y a une profession particulière, mais peu importe dans quel métier on fait, ce qu'on fait comme activité, toujours se recentrer sur le cœur puis se demander est-ce que je suis en train de dévier, est-ce que je suis rendu plus loin? Parce que, comme tu disais, ça nous arrive tous, ça. Puis moi, ça m'est arrivé de me retrouver, je ne suis plus du tout centré. Et ça paraît dans tout. Ça ne me ressemble plus. C'est ça. On sent que ça ne nous ressemble plus ce qu'on est en train de faire, là. Alors, soit tu t'es éloigné, ou soit tu as été manipulé fortement, tu es dans une emprise quelconque. Mais bon, alors, c'est la réflexion que je voulais emmener aux gens, tu sais. Pourquoi, si vraiment tu t'aperçois que tu n'es plus centré, tu n'es plus toi-même, tu es dans ce que tu fais, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Où tu as dévié? C'est quoi que tu dois ramener? Tu sais? Donc ça fait un éveil. Évidemment, si tu es sous une emprise quelconque, tu vas faire un éveil, tu vas dire, oh, j'étais vraiment accaparé par quelqu'un d'autre. Ou sinon, si c'est vraiment juste toi qui as dévié parce que tu t'es laissé happer par l'ego, avec les réseaux sociaux, etc., ben là, tu reviens à l'essentiel. Tu sais. L'essentiel, c'est la paix du cœur. Mon message principal est de retrouver cette paix du cœur-là. Tu sais. Et la paix du cœur, j'aimerais ça lire des extraits de ton livre parce qu'il y a des perles de sagesse tout au long. Tu sais, on raconte une histoire dans ça. C'est un roman, je dirais, d'inspiration. On pourrait-tu l'appeler comme ça? Oui, c'est un roman d'inspiration. Mais à travers ce roman-là, il y a des perles de sagesse. Puis en plus, il y a de l'enseignement. Tu sais, on apprend des choses qui nous éveillent, qui nous font prendre conscience de certains éléments dans notre vie. Et je voudrais lire un extrait de la page 54. C'est une petite phrase, je trouve ça magnifique. Moi, j'appelle ça une petite perle de sagesse. Je la lis comme suit. Le cœur est la cathédrale de l'âme. Oui. Je trouve ça beau. Juste ça, c'est comme j'arrêterais là. L'essence de l'être s'y cache. Au-delà des esprits conscients, de l'intellect et de toutes les prétentions humaines, il existe un autre monde, un univers hors du temps et des limitations. Dans le monde de la matière où nous sommes, le cœur est le lien à cet univers, la porte menant à l'autre monde. C'est beau. Ben, merci, c'est gentil. C'est pas le cœur, c'est comme ça que je le vois. Mais finalement, c'est pas le cœur physique comme tel. On s'entend, c'est un symbole. Mais c'est comme l'entre-deux mondes. C'est comme si notre portion spirituelle, notre moi spirituel, notre moi supérieur, c'est comme s'il est entré là, il descend là. Et toute notre personnalité, toute notre essence physique dans notre matière se retrouve là aussi. C'est comme la jonction, si tu veux, entre le monde spirituel et le monde de la matière. C'est le cœur. C'est pour ça que je dis que c'est la cathédrale de l'âme, parce que l'âme vient s'y blottir, dans le fond. Et c'est là qu'on a notre
notre aspect essentiel, ce qu'on est vraiment, notre nature profonde, elle se vit par là. Et je ne veux pas entrer dans les trucs religieux, mais tu sais, moi, j'adore Jésus, j'adore l'enseignement qu'il y a eu, l'enseignement christique. Mais dans les représentations qu'on faisait de Jésus, de différents artistes en passant, j'ai fait beaucoup de recherches, il y avait souvent la main, là, je ne sais pas si on voit, la main sur le cœur et l'autre main était Oui, comme ça. oui. Donc, la voix pour s'élever, c'est le cœur. Ah, c'est beau. Je l'avais pas perçu comme ça. C'est une belle. Exactement. C'est ce que j'explique souvent quand je donne des ateliers sur la Huna, la spiritualité hawaïenne, qui est très près de l'enseignement christique, soit dit en passant. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est la voie du cœur. Il faut passer par là. Alors qu'on est occupé par le mental, on se distrait dans tellement de choses, tellement de bruit extérieur, tellement de flafla extérieur, de quête extérieure, de paraître, etc., etc., etc. Alors que c'est l'essentiel qui compte. Quand on va partir, c'est juste ce que tu as emmené dans la cathédrale, ce que tu as vécu. C'est avec ça que tu vas partir. Le reste, là, ça ne vaut pas grand-chose, finalement. Donc, ça peut. Je voulais emmener les gens à travers l'épreuve, je voulais emmener les gens à réfléchir là-dessus principalement. Il y a un autre aspect que quand j'ai lu ton livre, tu n'en parles pas spécifiquement, tu parles de l'ego en général, mais je ne sais pas si tu te sentirais à l'aise de discuter de l'ego spirituel. C'est rare qu'on parle de ça, je trouve. Puis avec ton expérience, puis tout ce que tu promouvois dans tes livres, je suis certaine que tu as des choses à dire là-dessus. Tu sais, je vous donne un exemple. Tu sais, on travaille tous dans le milieu du mieux-être. On connaît beaucoup de gens autour. Puis même, dis-moi ce que tu en penses, là. Tu sais, je lance une idée. Tu sais, je trouve des fois que même si on est dans le milieu du mieux-être et de la spiritualité, c'est pas nécessairement nous autres qui sont les meilleurs exemples, disons, des autres. On a aussi des choses à régler, à guérir. On a encore des blessures à travailler aussi. Puis, il y en a un qu'on parle rarement, je trouve que c'est l'ego spirituel, dans le sens que des fois, il y en a des gens que, quand ils réussissent dans un domaine, là, c'est rendu que là, ils se croient eux-mêmes, ils croient qu'ils peuvent vraiment faire la différence dans les gens, mais c'est subtil. Je trouve que, en tout cas, ton livre, quand je disais ça, ça me faisait penser à ça. Sans nécessairement que tu le nommes, ça m'a fait réfléchir à ça. Nous, les gens dans le milieu du mieux-être, ou peu importe, à un moment donné, on peut tomber dans ce piège-là aussi, l'ego spirituel. Puis qu'est-ce que c'est l'ego spirituel? Mieux-être et en spiritualité en général, je te dirais, effectivement, c'est un piège. Hein? Sur toute quête spirituelle, sur toute quête intérieure, sur tout chemin de mieux-être, on devrait toujours prioriser deux qualités principales, la simplicité, mais aussi l'humilité. Oui, moi aussi, je pense ça. L'humilité est excessivement importante parce qu'effectivement, c'est facile d'être porté au nu par les gens. Tu sais, les gens adorent ce qu'on écrit, adorent les conférences qu'on donne, les gens adorent ce qu'ils voient sur Facebook, puis les gens nous mettent sur un piédestal très souvent. Et ça, c'est hyper dangereux. Tu sais. On a l'impression que tout d'un coup, on a comme la connaissance, la voie, c'est nous la voie pour mener à telle place, alors qu'il y a 10 000 chemins dans le fond. Tu sais. Il y a autant de chemins que d'individus et il s'agit de trouver sa propre voie qui mène vers le divin. Moi, je préfère parler de spiritualité que de mieux-être parce que je trouve que c'est plus complet dans mon optique à moi. Mais l'ego spirituel va... En fait, c'est l'ego point, mais qui se manifeste dans le point spirituel. Tu vois. Alors, ça nous éloigne toujours de ce qu'on est vraiment, ça nous éloigne toujours de l'humilité. Et c'est le danger est là, le piège est là, qu'on devienne trop absorbé par ce qu'on est, par ce qu'on réussit, etc., etc. Et tu as raison, on en voit beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est un piège qui nous guette tous. Et sans juger personne. Moi, je m'inclus là-dedans. On pourrait tomber n'importe quand. C'est un piège qui nous guette. Moi, je sais bien, quand les gens me disent ton livre a changé ma vie, je réponds toujours non. Moi, j'ai juste écrit un livre. C'est juste ce que je devais faire. C'est toi qui as changé parce qu'il y en a peut-être 15 000 qui l'ont lu, qui n'ont rien changé dans leur vie, et toi, tu as changé quelque chose. Donc, il faut comprendre que si on est un artiste au niveau musical, si on est un artiste au niveau de l'écriture, si on est un artiste au niveau de la peinture, si on est un artiste au niveau oratoire, il faut toujours se souvenir que c'est l'intuition qui passe par nous. La grande qualité qu'on peut se donner, peut-être qu'on peut se reconnaître, c'est d'être capable de se brancher pour capter ça. On est comme des récepteurs. Et selon le talent qu'on a, selon notre disposition, ça va se transmettre soit par la peinture, l'écriture, la musique, l'oration, être un orateur extraordinaire, être des choses comme ça, ou un créateur, peu importe. Mais c'est toujours l'intuition qui passe. C'est quelque chose de plus grand que nous et qui
on est ouvert à ça, qui réussit à descendre et on le transmet. C'est juste notre rôle de transmettre. Donc, quand on le voit comme ça, on Ouais. retombe un peu plus Je pensais surface. exactement comme ça. Il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est ça. Puis Jouer en quand on en vient à penser que c'est nous, puis que moi, je réussis à changer la vie des gens, là, ça marche pas parce que c'est pas. Ça marche pas longtemps. Ça marche pas longtemps. C'est très lourd à porter, d'une part. Il y en a qui ont été mis sur une croix pour ça, donc il faut faire attention. Mais c'est très lourd à porter, d'une part. Ouais. D'autre part, c'est que là, ça t'éloigne complètement de ton essence, de ton être profond. Il faut toujours se souvenir qu'on est là pour servir. Et ça, on l'oublie tellement de fois. Oui, et c'est vrai. Le thème principal, je trouve, se cache derrière, parce que tous ces mots-là, servir, l'humilité, on va le voir très souvent. Et des fois, ça résonne faux un peu aussi. Je pense que chacun de nous qui sommes dans la croissance, qui sommes des personnes privilégiées d'avoir une tribune, comme on a, par exemple, moi par les livres, toi à la radio, ton livre, etc., d'autres sur des scènes, d'autres sur des ateliers. Peu importe la façon qu'on diffuse les connaissances, on est des gens privilégiés d'avoir une telle tribune. Et il ne faut pas oublier qu'on est là juste pour servir quelque chose de plus grand que nous. Et à ce moment-là, là, ça nous rend très humbles. Moi, j'ai appris l'humilité il y a très longtemps parce que je travaillais dans les chaussures à l'époque. Quand j'avais dans une vingtaine d'années, j'étais en deux périodes, je me cherchais beaucoup. J'avais beaucoup de connaissances intellectuelles, j'avais appris, j'avais lu énormément. Et je n'avais pas trouvé d'autre emploi. Je travaillais dans une compagnie de chaussures, Naturaleza pour ne pas le nommer. Donc, c'est des madames qui très souvent avaient des problèmes aux pieds. Donc, les orteils marteaux, les orteils, les oignons, je connais tout ça. J'ai tout vécu ça. Et j'étais frustrée parce que je me disais, je suis capable de faire autre chose que ça. Jamais je croirais que c'est ça ma vie. Je savais que j'avais un potentiel, je savais que je pouvais faire quelque chose. Et je me sentais coincée. Et il y a une voyante que j'aimais beaucoup, qui était très, très sage. J'avais été la voir, puis elle m'avait dit... Tu sais, Alain, quand on se met en genoux devant quelqu'un, c'est bon pour l'humilité. Alors, au départ, c'est bon. Je l'ai pris, puis elle m'a dit, quand tu choses quelqu'un, quand tu réussis à trouver la bonne chaussure, tu rends un service incroyable. Tu viens de servir pas juste cette personne-là, plein d'autres. Parce que si elle est heureuse, si elle est bien confortable dans ses souliers, elle va pouvoir se déplacer, elle va pouvoir être en contact, elle va pouvoir être mieux dans sa peau. Ça va se refléter sur ses enfants peut-être, sur son conjoint, sur plein de gens, peut-être dans son milieu de travail, c'est le travail. Donc, tu vas avoir une répercussion, le geste va avoir une répercussion sur plein de gens. Alors, c'est d'essayer de voir quand on fait quelque chose, des fois, on veut un résultat tout de suite, on veut une reconnaissance, on veut être applaudi ou être admiré, ou l'argent qui rentre rapidement. C'est soit une question d'argent. On veut l'impact tout de suite, maintenant. On veut le voir, on veut le sentir, on veut avoir de l'argent, tu sais. Chaque action qu'on fait a des conséquences, a une répercussion sur les gens. Donc, si ton geste est empreint de bonté, empreint de l'esprit de service, alors il prend une essence particulière. Tu sais, il prend un cachet, il y a un cachet particulier, ce geste-là, il se répercute à plein de niveaux. Donc ça, c'est aussi une façon de retrouver l'humilité, d'essayer de rester humble, de dire oui, je sers, je fais quelque chose, je joue un rôle, et le reste, il y a toute une répercussion qui se fait aussi. Puis tu me rappelles aussi que souvent les gestes les plus simples, qu'on ne pense pas qu'on a un impact chez les autres, ont un plus grand impact que tout le reste. Dans le sens que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'impact, puis ils pensent qu'ils ne changent pas la vie de personne, bien souvent juste un geste, une parole qui a été inspiré, qui a été plus grand qu'eux, vont réussir à faire des miracles. Moi, j'appelle ça des miracles ou des... L'anecdote que je t'ai contée, avoir appris à reconnaître que chaque geste qu'on pose a des répercussions qui peuvent être majeures sur les gens, ben ça nous est resté, Marie-Chantal et moi, dans la maison d'édition, parce que c'est comme ça qu'on voit la maison d'édition. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on veut tous vendre 10, 15, 100 000 de copies d'un titre, 50 000, 75 000, on en a eu. On souhaite tous, on aimerait ça. C'est normal, c'est légitime, puis c'est correct. C'est le fun, puis on veut le vivre. Je ne suis pas contre le succès, pas du tout. C'est ça. Qu'est-ce que le succès d'un livre? Quand on met un livre en marché, ça se peut qu'on n'en vende pas 10 000, ça se peut qu'on n'en vende même pas 2 000. Hein, mais beaucoup de livres ne dépassent pas 1 000 en général dans le monde de l'édition, quand tu commences à regarder tout ça. Mais dans chacun des salons qu'on fait, chaque événement qu'on fait, il y a toujours quelqu'un qui vient nous voir pour nous dire « Ce livre-là, il nous pointe un livre, ce livre-là a changé ma vie. Ce livre-là a sauvé ma vie. Ben, j'étais sur le point de me suicider. Ce livre-là a tellement fait du bien à une telle personne que je connais qui vivait un drame épouvantable. » Alors, qu'est-ce que le succès d'un livre? Il faut se le demander. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je sais que
on a fait quelque chose de bien en publiant ce livre-là. Peu importe s'il nous fait perdre de l'argent ou si on en fait très peu. Un des buts du Dauphin Blanc, c'est de participer à quelque chose de plus grand que nous, de mettre des outils dans les mains des gens pour pouvoir faire une différence. Tu sais. Ça me rappelle ton logo du Dauphin Blanc. Il est beau ce logo-là. Puis je sais qu'il y a une histoire derrière ça, le Dauphin Blanc, ça vient d'où? Parce que le dauphin, pour moi, ça représente la joie, hein? Oui, ça remonte. Écoute, ça fait 28 ans, le Dauphin Blanc, ça existe le 6 septembre. On soulignait 28 ans d'existence. Et quand on a voulu... Félicitations, bravo! Merci. Quand on a voulu démarrer la maison, on était aussi en période on voulait avoir des enfants, effectivement. On était dans le début de notre relation, Marie-Chantal et moi, et c'était un plan de vie pour nous d'avoir des enfants. Marie-Chantal, c'était comme une mission de vie aussi. Elle avait d'autres éléments, artistiques, etc. Mais être maman, c'est quelque chose qui était primordial. Et moi aussi, être papa. Et dans notre cas, c'était un petit peu plus difficile et un peu plus long. On a fini par adopter, ce que pas mal de gens savent finalement, on a fini par adopter des enfants en Colombie. Mais avant qu'arrive l'adoption, une nuit, Marie-Chantal a rêvé un bébé dauphin qui s'avançait vers elle. Elle était dans une eau très claire, une belle eau, donc de beaux sentiments, belle ambiance. C'était plus qu'un rêve, c'était vraiment une sortie, elle était ailleurs, vraiment dans un autre plan d'existence. Il y a un bébé dauphin qui est arrivé vers elle et elle l'a pu le caresser. Alors, au matin, elle a ressenti énormément d'amour. Alors, au matin, quand elle me contait ça, évidemment, elle avait les yeux comme 2 étoiles, là, c'était comme brillant. Pour elle, ça lui signifiait on va avoir un enfant, on va en avoir des enfants parce que je sais, j'ai eu une messager qui est venue me voir. Et moi, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement. J'aurais aimé vivre ce qu'elle a vécu parce qu'elle me disait qu'elle a vécu un moment d'amour comme elle n'a jamais connu après. Là. C'est vraiment un amour indéfinissable, là, puis, pur, l'état pur. Mais ça m'a questionné et là, j'ai regardé la mythologie au niveau des dauphins. Et dans une certaine mythologie, le dauphin était l'animal qui, lorsque les marins faisaient naufrage, donc le dauphin prenait les marins, s'ils étaient encore vivants, il les conduisait vers une île. Wow. Et s'ils étaient décédés, il les conduisait vers Dieu. Donc, il y avait l'idée d'être une passerelle, d'accompagner vers quelque chose, tu vois. Wow. Alors, moi, j'ai trouvé ça beau, puis Marie-Chantal aussi, donc on a décidé de choisir le dauphin comme symbole de notre maison d'édition parce que ça représentait un peu la mission qu'on voulait se donner. Puis à partir de là, le blanc, c'est toutes les couleurs, c'est universel, c'est phonétiquement beau, dauphin blanc, c'est un peu mythique, hein, ça existe peut-être pas vraiment un dauphin blanc, même s'il y en a qui m'ont envoyé des photos, mais ça ressemble pas tout à fait à un dauphin, mais peu importe. Donc, il y avait toutes ces idées-là d'universalité, d'englober un peu toutes les couleurs de la vie, dans le fond, avec le dauphin blanc. Donc, ça a parti comme ça et ça a resté depuis 28 ans. Wow, c'est vraiment une belle histoire. Je l'avais déjà entendu, mais je voulais vraiment le partager avec les gens qui nous écoutaient parce que c'est magique. C'est beau. C'est une belle maison. Donc, ça fait déjà 28 ans que tu as cette maison d'édition-là. Est-ce que tu as compté le nombre de livres que vous avez publiés? On a publié au-dessus de 1000. Je ne sais pas le nombre exact, mais on est au-dessus de 1000, 1100 ou 1200. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous actifs parce qu'il y a des livres qui s'épuisent qu'on ne refait pas, effectivement. Il y a des livres qui le tirage est épuisé, peu importe. Ou, des fois, c'est des tirages, des traductions américaines et on ne renouvelle pas la licence américaine. Donc, il y a des livres qui sont épuisés. Mais on a publié au-delà de 1000, 1200, je ne sais pas trop. On a publié probablement 200 auteurs, 300 auteurs, mais là, on a peut-être 160 actifs, si tu veux, des auteurs. On a peut-être 300 titres, 400 titres actifs, 500, je ne sais pas. Je n'ai pas fait le décompte pour être pas le temps, il y a trop de travail. Ben, félicitations pour ton entreprise parce qu'aujourd'hui, on sait que les entreprises d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Ceux-là qui perdurent, c'est parce qu'ils travaillent fort, ils ont des bonnes valeurs, puis il faut persévérer. Toi, si tu avais à conseiller des gens qui sont en affaires ou qui partent en affaires, c'est quoi qu'il faut retenir quand on s'en va dans cette voie-là d'entrepreneur? Ben, je vais parler pour moi. C'est sûr que c'est mon domaine, le monde du livre, mais il faut avoir la passion. Hein. Pour la passion, soit tu as la passion des affaires et peu importe ce que tu vas faire comme business, c'est juste de faire des affaires, tu es passionné, c'est correct. Ou sinon, il faut que tu aies la passion pour le milieu dans lequel tu te lances. T'sais. Dans mon cas, c'est vraiment la passion du livre, la passion de l'être humain, de la croissance, de la spiritualité. Je pense pas que j'aurais parti. J'ai pas l'âme d'un homme d'affaires dans le sens de partir une business pour partir une business. Donc, il faut avoir la passion, il faut être passionné, il faut avoir le feu sacré.
parce qu'il y a des épreuves. C'est jamais un long fleuve tranquille, là, partir en affaires. Donc, tu rencontres toutes sortes d'embûches, tu traverses toutes sortes de périodes, heureuses, malheureuses. Mais si tu as la passion, ben, ça devient des défis et tu t'amuses à travers ça aussi. Donc, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, essayer de garder un peu le côté s'amuser, le voir comme pas nécessairement un jeu, mais essayer de garder ça le plus léger possible, même si des fois, c'est pas facile d'arriver à le faire. Mais puis dans le livre, oui, vas-y, excuse-moi. Bien s'entourer des bonnes personnes. Parce que dans le monde des affaires aussi, la manipulation est hyper présente. Donc, s'entourer des bonnes personnes, ça, c'est peut-être un conseil qui est important d'avoir. Puis, je reviens à ton livre parce qu'on sentait l'influence, l'importance de la famille dans ce livre-là. Tu sais, la quête de la conciliation travail-famille. Toi, tu travailles avec ton amoureuse, vous partagez la spiritualité ensemble, vous partagez l'entreprise ensemble. Tu sais, c'est comment on fait pour concilier cet aspect-là personnel et professionnel? Avez-vous trouvé, ben là, on trouve chacun notre chemin, mais pour vous, comment ça fonctionne pour que ça fonctionne bien, justement? Ben, écoute, je ne sais pas s'il y a une recette dans notre cas, mais c'est comme tellement facile. Ça m'est quasiment gênant de dire ça, mais tout ce qu'on fait ensemble, c'est un bonheur, tu sais. Marie-Chantal donne un atelier samedi, je vais être là, j'aurais pas besoin d'être là si je veux, mais je vais être là pour l'accompagner, puis l'appuyer. Même chose quand moi je donne un atelier, elle vient. Au bureau, on est ensemble, tu sais, fait que c'est comme on partage tous les mêmes intérêts dans le fond, tu vois. Donc, on a les mêmes intérêts, on partage les mêmes choses, on relève les mêmes défis ensemble. Donc, c'est comme vraiment une union à peu près sur tous les plans, dont le domaine professionnel. Donc, c'est comme si ça coulait tout seul, là. Vous vous laissez porter par la vie ou... Ben, des fois, on a des discussions, ça va vers où on s'en va, ou sur des projets, ou l'enlignement qu'on va donner, évidemment. Mais tu sais, c'est comme des échanges, mais c'est jamais compliqué, c'est jamais difficile, c'est toujours... c'est comme si ça allait de soi, là. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi, parce qu'on est très unis ensemble, tu sais. Il y a peut-être le cœur en arrière de ça. Je ne sais pas si je pourrais donner une espèce de recette. Notre recette, il n'y en a pas vraiment, là, tu sais. C'est comme parce que on est vraiment unis, on est vraiment en symbiose là, sur à peu près tous les plans. Là. Donc, suivi professionnel embarque dans la même chose. Pour nous, dans le fond, il n'y a pas de différence entre comment on est à la maison et comment on est au bureau. C'est ça que je voulais savoir. Dans le fond, on amène Fanny au bureau. Oui, le petit toutou, là. C'est quelle race? C'est un Shih Tzu. Un Shih Tzu. Donc, elle vous accompagne partout? Oui, 3-4 jours par semaine, elle vient au bureau avec nous. Ouais. C'est ça que je voulais savoir comme sous-question, c'était est-ce que vous faites une séparation avec votre vie professionnelle puis personnelle? Puis d'après ce que je perçois, c'est que tout s'imbrique naturellement dans votre vie. Oui, tout s'imbrique. C'est sûr qu'on a besoin des fois de décanter, donc on va s'abstenir de parler bureau, là, mais tu sais, le dauphin blanc, c'est aussi comme un bébé pour nous. C'est une création pour nous deux. On dit, bon, c'est ta maison, tout ça, mais j'étais plus en évidence, si tu veux, durant toutes ces années-là, mais c'est la maison de Marie-Chantal et Alain. Donc, des fois, on a besoin de décanter un peu. On va essayer de juste pas d'en parler, mais on n'en parle pas ensemble, tu vois. Ah, OK. Et quand on en parle ensemble aussi. Fait que oui, ça s'imbrique. Et puis, il n'y a pas de difficulté. Mais je ne sais pas, comme je te dis, je ne pourrais pas te dire, ben voilà, il faut faire ça, 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 ça. C'est comme naturel. Fait que je n'ai pas de recette à donner. Mais sinon, c'est sûr que quand tu es avec quelqu'un, plus tu partages d'intérêts communs, plus tu partages de buts, plus tu partages tes valeurs, plus tu es lié au niveau du cœur, ben, ça se répercute à tous les niveaux dans ta vie après. Hein. Ben voilà la recette, Alain, tu as tout résumé. On revient encore au cœur avec ton livre que j'ai beaucoup aimé, Et la paix naîtra dans ton cœur. Vraiment un beau roman d'inspiration sur comment retrouver, comment suivre les élans de notre cœur sans tomber dans l'ego ni dans la manipulation. Puis, j'aimerais ça lire quelques extraits parce qu'il y a vraiment des belles petites perles là-dedans. Là. Je vais te lire, attends un petit peu. Je vais aller voir. Ah oui, j'aime beaucoup cette phrase-là qui parle la différence entre la grande vie et la belle vie. C'est quoi avoir une grande vie puis une belle vie? Je vais lire le paragraphe, je trouve tellement que c'est beau.
Donc, c'est une discussion qu'il y a dans le roman. Puis là, c'est une des réponses. Donc, je la lis. La grande vie, dis-tu, qu'est-ce que la grande vie? Se promener de ville en ville, être sur une scène, être adulé et admiré, voir sa face partout, être pied du public, faire beaucoup d'argent. C'est ça pour toi la grande vie? Certaines personnes mènent une telle existence et une multitude d'autres en rêvent. Mais un jour ou l'autre, même s'il faut des années, l'illusion s'écroule. Ces personnes ont peut-être connu ce que tu appelles la grande vie, ou ont tout fait pour la vivre, mais elles n'ont pas connu la vraie vie. Là, j'ai des frissons quand je dis ça. Les regrets engendrés sont terribles et les amitiés sincères perdues en cours de route viennent nous tourmenter. Donc, je trouve tellement que ce paragraphe-là, là, il m'a touché. Là, la différence entre la grande vie et avoir une belle vie. Toi, comment tu l'as défini, cette quête-là de la grande vie? Tu sais, on voit ça, là, tu sais, on veut être admiré, se promener partout. Ouais. Mais la vraie vie, c'est quoi? C'est quoi la vraie vie pour toi? Il faut dire qu'au départ, dans l'extrait que tu as lu, il faut dire que le personnage vivait ça. Là. Tu sais, le personnage qui vient de répondre, oui, oui. Ça. Il s'est aperçu finalement qu'il n'était pas du tout dans son essence. Puis bon, alors, ça explique un peu sa réponse à lui. Écoute, il y a un fait, c'est ça, d'où cette réflexion-là part. C'est fait, j'ai observé dans le fond qu'on est prêt à sacrifier tellement de choses, consciemment ou inconsciemment, pour le fameux succès, pour la fameuse performance, d'atteindre des buts, etc. On est prêt à sacrifier tellement de choses, des valeurs, des amitiés sincères, notre famille des fois. Donc, il y a plein de choses qu'on est prêt à sacrifier juste parce qu'on cherche à obtenir quelque chose. On est dans une quête de performance ou de succès ou d'être à l'apogée de notre carrière, etc. Alors, je pense que ça risque de nous faire passer à côté de choses essentielles. La vraie vie, dans le fond, c'est celle qui va naître dans ton cœur, c'est celle qui va être motivée par les élans du cœur. Et quand tu regardes ça, le personnage, à la fin, il fait ce qu'il aime vraiment beaucoup. Ouais. Il continue à faire, mais d'une façon tellement plus simple, tellement plus dégagée, sans course, sans recherche de paraître, sans recherche. Il y en a même un qui devient anonyme, dans le fond. Tu sais, on ne doit pas trop dévoiler des choses, mais il devient même anonyme parce qu'il dit, regarde, le personnage que j'étais devenu ne peut pas continuer parce que moi, je ne serais pas en paix. Donc, il faut que je libère ce personnage-là que j'étais devenu pour redevenir moi-même. Tu sais. Alors, la vraie vie, c'est quand tu es toi-même, quand tu le sens que tu es sur ta coche, tu le sens que tu es dans ton énergie de cœur. Et là, ça transparaît partout dans ta vie. Donc, les choses se simplifient et les relations compliquées débarrassent, dans le fond. Ça claire le plancher. Et il ne reste que celles qui sont reliées par le cœur. Donc, la vraie vie, dans le fond, se vit toujours au niveau du cœur, au niveau de l'essentiel, dans la simplicité, l'humilité, faire ce qu'on aime, mais pas parce qu'on cherche à démontrer quelque chose, pas parce qu'on cherche à avoir du succès, juste faire ce qu'on aime. Tu sais, je donne un atelier souvent sur écrire, être publié. Et les gens, tu sais, ils voudraient écrire parce qu'ils veulent être, dans le fond, ils veulent être populaires. Ils veulent connaître le succès, ils veulent être admirés. Tu sais, puis c'est pas négatif quand je dis ça, mais c'est comme un besoin qui est en arrière parce qu'il y a une souffrance quelque part. Oui, ça n'a pas été guéri, donc on cherche une voie. Beaucoup, on retrouve ça chez beaucoup de gens. Mais ils font pas ce qu'ils aiment parce que s'ils le font dans ce sens-là, ils n'arriveront jamais à le faire. Tu comprends? Ou ils vont sacrifier tellement de choses autour qu'ils vont le regretter. Donc, moi, je leur dis toujours aux gens, écrivez. Si tu aimes écrire, écris. Écris pas. Oublie d'être publié. Commence par écrire. Écris des belles histoires, écris des belles pensées, écris ce que tu as compris, écris ce que tu as besoin de libérer. Mais écris si tu aimes écrire. Tu comprends? Fait que tu n'es pas obligé d'être en avant-plan, tu n'es pas obligé d'être la vedette, tu n'es pas obligé d'être le meilleur vendeur chez Renaud-Bré, le numéro 1 chez Renaud-Bré pour écrire. Ça prend juste un papier et crayon ou un ordinateur. Moi, j'écris au papier et crayon, mais ou juste un ordinateur, un papier et crayon, et tu vas écrire. Et tu vas vibrer, tu vas aimer ce que tu fais. Après ça, tu verras qu'est-ce que tu peux en faire. Mais tu sais, ça part d'abord d'une intention sincère. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Avec qui je veux passer ma vie? Et dans quelles conditions? Tu sais? Parce que souvent, on s'embarrasse de tellement de choses autour, on complique tellement notre vie, évidemment avec les emprunts, avec tout ce qu'on se surcharge. Hein. C'est encore là, c'est toujours le monde extérieur qui nous impose tellement de choses, qui nous amène à... Ça nous prend telle chose pour être heureux, ça nous prend la dernière voiture, ça nous prend ci, ça nous prend ça, ça nous prend tel, puis ça ne s'arrête plus. Et finalement, tu te retrouves avec des dettes, tu te retrouves avec plein de choses qui sont amassées et qui ne servent pratiquement pas généralement ou que tu vas changer après. Et tout ça est tellement futile parce que de toute façon, tu peux mourir demain.
et tout ça va rester sur place, tu n'amènes rien, tu sais. Donc, c'est comme si les gens, ils vivent leur vie. Il y avait une belle phrase que j'aime beaucoup de Jean-Jacques Goldman dans une de ses chansons, que j'adore Jean-Jacques Goldman. Une de ses chansons, On ira, le titre c'est On ira. Et il dit dans ça, il y a des gens qui vivent comme si ils oubliaient qu'il fallait mourir un jour, tu sais. Parce que là, ils vivent comme si tout ça était en permanence, mais c'est juste du matériel qui ne sera pas en permanence, qui ne sera jamais permanent. Oui, puis on vit notre vie à accumuler plein de biens. Puis après ça, il faut passer plusieurs années à faire le deuil de ces biens-là, parce qu'à un moment donné, il faut partir. Ben, c'est ça, exactement. Tu vas là tout laisser ici de toute façon. Tu sais. Quand tu dis ma maison, mon auto, quand tu vas partir, ça ne sera pas à toi. C'est quelqu'un d'autre va en hériter. Donc, garder le côté simple, le côté essentiel de la vie, puis arrêter d'accumuler, arrêter d'essayer de se projeter à l'extérieur tout le temps. On se laisse trop envahir par l'extérieur en oubliant l'intérieur. C'est le grand message, dans le fond, de mon livre, hein? Revenir à l'intérieur, revenir en dedans de soi, revenir à l'essentiel et dégager de tout ce qui a compliqué notre vie depuis des décennies. Puis je vais lire un autre extrait dans ton livre. Tu dis que c'est encore une réponse, une sage parole d'un des personnages. Ça dit, pour rester dans la paix du cœur, demeure dans le silence le plus souvent possible, ou du moins plusieurs fois par jour. Le silence te conduira hors des tumultes. Ce n'est que dans le silence que tu peux te découvrir et comprendre ta véritable essence. On en parlait tantôt au début que des fois, les manipulateurs nous arrivent avec, ou même dans notre vie, on n'a pas besoin de manipulateurs pour faire ça. C'est qu'on cherche tellement à accumuler et à réussir qu'on oublie de prendre du temps de penser pourquoi on le fait, l'intention derrière ça. Donc, je trouve vraiment que c'est un bel extrait. Si on fait jamais silence, on va toujours être à l'extérieur. Hein? On va toujours être absorbé par tous les bruits extérieurs. Alors, il faut arriver à un peu se retrouver dans un moment de silence, dans un espace intérieur qui permet une réflexion, qui permet de se déposer, qui permet de s'observer. Sinon, on est toujours à l'extérieur et tu ne peux pas avoir ce temps-là. Donc, c'est un espace qu'on doit se donner pour une observation saine de soi, où on en est, c'est quoi nos valeurs, vers où je m'en vais, est-ce que je suis vraiment aligné sur ce que je dois vivre. Donc, c'est un espace intéressant et le silence est primordial, effectivement. Donc, plusieurs fois par jour, une fois par jour ou plusieurs fois par jour, mais c'est pas obligé d'être des gros moments, d'après moi, là. C'est quelques minutes, se poser des questions, puis laisser aller. Ça peut être fait n'importe où. Hein. Moi, ça m'arrive au bureau que je vais m'arrêter, puis je vais regarder dehors, puis je suis un peu parti dans mon monde, là, dans mon univers, puis je réfléchis, puis j'observe, puis c'est souvent là que les meilleures idées arrivent, hein, parce que la voix, tu sais, toujours dans mes ateliers, pourquoi on appelle ça la petite voix là, à l'intérieur? Pourquoi on dit que c'est la petite voix? Mais là, je baisse ma voix dans ça, je dis c'est parce qu'elle parle pas fort. Tu sais. Il faut que tu tends l'oreille pour l'écouter, fait qu'il faut que tu arrêtes le bruit autour pour te concentrer sur la petite voix. Donc, et ça peut être fait n'importe où. Tu sais. Les gens qui sont dans le métro, en autobus peuvent le faire. Au bureau, tu peux t'arrêter. Personne n'est obligé de le remarquer. Hein. Et ça, c'est un truc que je donne aussi dans mes ateliers. Je dis toujours aux gens, regarde, maintenant, tu peux te mettre une petite alarme, là, un petit bip tout petit sur une montre ou un cellulaire. Puis quand ça le fait, juste te rappeler de t'arrêter, de dire, OK, où j'étais rendu là. Oui, j'étais absorbé dans mon travail, mais qu'est-ce qui roulait en arrière? Par quoi j'étais absorbé? Où j'étais rendu? C'est juste donc se recentrer. Ça peut être fait régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour. Effectivement, c'est des petits moments qui doivent rester toujours, comme tu disais, dans la simplicité, toujours revenir vers soi. Et je vais reprendre un extrait de ton livre encore, je vais continuer la phrase. Il dit, je continue le petit extrait de tout à l'heure. Ne te surprends pas si dans le silence de ton être, une voix te parle. Tu parlais de la petite voix, justement. C'est celle du cœur. Ne la crains pas, écoute-la seulement. Donc, c'est vraiment un peu cet aspect-là, prendre du temps pour écouter. Puis là, je vais un peu plus loin. Ça dit, crois-moi, la paix du cœur est un perpétuel état de confiance et de gratitude, un état de béatitude, le paradis sur terre. Lorsque tu atteins cette paix, et surtout lorsque tu t'y maintiens, plus rien ne t'ébranle, plus rien ne t'effraie. La vie elle-même devient axée sur l'essentiel. Fini les masques, fini le superflu, fini les mascarades, il ne reste que la pureté. Exactement. C'est donc bien beau, je vais le relire. Hey, tu me donnes le goût de le lire. Mais effectivement, c'est dans cet espace-là qu'on va retrouver tout ça, qu'on va retrouver cette paix-là.
Et quand tu atteins cette paix-là, j'aimerais l'atteindre autant que ça. Tu sais, ça, c'est comme bon, la version ultime là, de la paix intérieure, mais je sais que parce qu'on y a tous un peu goûté de temps en temps, il y a tous des moments où dans ta vie où tu Ouais, étais bien, où tu te sentais vraiment aligné. Bon, on a tous connu ça. Et quand on a ouais. goûté à ça, on le sait à quel point on est bien dans cet état-là. Qu'on est comme, pas, je dirais pas invincible, c'est pas la question, mais on est comme hors de tout ce qui grouille, là, tout ce qui bouge. On est comme un peu au-delà de ça. Puis on regarde ça, on l'observe. On est dans ça, on participe dans le monde, effectivement, tu sais, mais on le sait qu'on n'est pas de ce monde. Tu sais. On est dans ce monde pour travailler, puis œuvrer, puis faire des choses, mais notre essence ne vient pas de ce monde-là. Alors, c'est comme une forme d'observation, d'élévation qui fait que les choses t'atteignent moins, les choses, tu sais, tu les vois d'une façon complètement différente. Hmm. C'est beau, Alain. Je pense qu'on devrait reprendre une conversation comme ça parce que je sens vraiment que ça vient du cœur. Tu es vraiment, tu sais, le livre, je le remonte, là, Et la paix naîtra dans ton cœur, d'Alain Williamson. Je m'entretiens avec toi, je regarde ça, je pense, depuis 1 heure. Ça va vite, hein? Donc, Ouais. il est paru aux éditions du Dauphin Blanc. Donc, quand Oui, ça on va. est dans le flot de la vie, dans le cœur, ben, on partage des beaux moments comme ça avec des gens comme toi. Puis je l'apprécie grandement. Je trouve ça. Je trouve que je suis privilégiée, ne serait-ce que de vivre ces moments-là, puis qu'on puisse le partager avec les autres pour qu'eux aussi, parce que c'est une des missions de l'effet papillon, que ça puisse les inspirer à prendre leur envol, à afficher leur couleur, bref, à devenir l'être qu'ils devraient être. Chaque battement d'aile de papillon a un effet sur le vent. Ça, c'est un Oui, proverbe. c'est ça. Évoluer un battement d'aile à la fois, disons. Hey, je te remercie beaucoup, Toi, Alain, pour cette belle rencontre. Je merci. trouve on a eu de l'audace de faire l'entrevue, ne sachant pas ni un ni l'autre si on était capable Non. de se rejoindre. Moi, j'ai fait confiance en l'univers, j'ai demandé à nos grands maîtres de nous aider, puis ça a bien été. Ouais, ça a été dans la simplicité, tu vois. Alors, tout a fonctionné comme ça. Exact. Ben, Parfait. merci encore. Hey, merci. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture, Alain? As-tu d'autres choses qui s'en Ouais, viennent? Là, il est tout nouveau, mais c'est ça. Mais comme déjà, étant à donné mon, que tu es lance- auteur, à mon lancement, il y a une madame qui me dit bon, il était temps, hein, dans le fond, il était temps que j'en publie. Elle me fait rire. Et puis, mais non, j'ai toujours des histoires, j'en ai toujours 4-5 qui roulent, qui remontent de temps en temps. Puis, à un moment donné, je vais en pêcher une, je la ressors, puis là, c'est comme prêt. Puis, ce livre-là, dans le fond, il devait pas, c'était pas prévu. Celui-là, il est arrivé comme, ah l'inspiration est ouais? arrivée comme, ouais, c'est ça. C'était pas quelque chose que je prévoyais faire. Mais j'en ai toujours 4-5 qui roulent. Donc, oui, il y a des projets d'écriture. J'aimerais en publier un autre en avril, mars ou avril prochain. Mais bon, on va voir, là, je promets pas. Tu suis les élans de ton cœur. C'est ça, exactement. Donc, je te souhaite beaucoup de succès pour ce beau livre que j'ai adoré. Je vous incite tous les gens à le lire. Un beau roman d'inspiration qui vraiment nous porte à écouter notre sagesse intérieure, revenir vers notre cœur, se poser des questions sur si on est sur la bonne voie. Puis, c'était un bel échange. On a discuté de tous ces thèmes-là, de la manipulation de l'ego, mais dans le sens que le but ultime, c'était toujours de nous ramener vers le cœur. C'est ça, s'observer pour dire est-ce qu'on est vraiment centré sur nos valeurs, sur notre cœur. Et quand on s'aperçoit qu'on ne l'est plus, il faut revenir vers ça. Et ça arrive à chacun d'être sur sa vie. En tout cas, je peux dire que j'étais dans mon cœur ce soir avec toi, Alain, ça c'est certain. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter une belle soirée. Merci. Merci aux gens qui étaient là ce soir. C'est une vidéo qui va continuer à rouler sur la page de l'effet papillon. Donc, je vous invite à le partager avec vos amis, votre communauté. Il va avoir aussi, je vais aussi le transférer sur ma page de l'effet papillon, un site web qui s'appelle l'effetpapillon.blog. Donc, toutes les entrevues vont se retrouver là également. Donc, ceux qui ne peuvent pas nous suivre sur Facebook peuvent le retrouver à l'extérieur de ça. Donc, merci encore qu'il y ait le plus de gens possible. Hey, merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte d'avoir la suite de ça. OK. De ces beaux projets-là. Au revoir. Bon succès, salut, bonne soirée, à bientôt. Merci.